Rebonjour, bienvenue dans une capsule Raymond Chabot avec Yannick et Camille. Hello! Allô les filles! Vous allez bien? Oui! Alors, on vous l'a dit il y a 2 semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté la première capsule de Raymond Chabot, on vous invite à retourner à la capsule d'il y a 2 semaines. Et après ça, revenez ici aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle de signaux d'alarme, des angles morts pour les petites entreprises, les startups, tu sais, comment on peut voir des petits problèmes financiers s'en venir. Veux-tu nous introduire, Yannick, à la matière? Ben oui, comme tu l'as dit, Chloé, lors du premier épisode, on a parlé des signes, parce que nous, premièrement, les signes, on voit ça en 3 grandes catégories. D'abord, les signaux externes, comme on a discuté lors du premier épisode de l'industrie de la restauration, de la construction, du commerce de détail. Donc, c'est des industries qui sont très ciblées et, c'est difficile. Donc, ça, c'est l'environnement externe. On n'a pas de contrôle là-dessus. L'entrepreneur, bien qu'il veuille faire n'importe quoi, il ne peut pas aller à contre-courant. Il y a les signaux financiers. Ça fera l'objet d'une prochaine capsule. On va discuter un peu plus tard. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des signaux plus internes, donc propres à chaque entreprise qui, dépendamment de leur décision, pourraient arriver à des signes d'insolvabilité. C'est quoi, justement, des exemples de signaux internes? Évidemment qu'il y en a un paquet, là. Chaque dossier est unique. Donc, mais si on regarde la tendance des derniers mois, je dirais des dernières années, évidemment, avec la pandémie, on a eu beaucoup de dossiers où les entrepreneurs étaient épuisés, là, surtout dans les startups, les petites entreprises, l'épuisement, la maladie. Généralement, les entrepreneurs dans les petites entreprises sont tous seuls, ils font à peu près tout, touchent à tous les postes, là, la comptabilité, la vente, tout ça. Donc, à un moment donné, tenir l'entreprise à bout de bras, ça fait en sorte que, la maladie, des maladies soit physiques ou mentales, là, faut pas l'oublier. Et donc, ça, c'est une cause quand même qu'on a vue de beaucoup au cours des dernières années. Le bon vieux burn-out. Exact. Mais le point positif, je trouve, c'est que maintenant, on en parle. Avant, les gens qui se remettaient en question, c'est vu comme un échec. Là, on en parle, puis on en parle même aujourd'hui, nous. Oui. Et c'est normal. Je veux dire, pour la petite entreprise, lorsque l'entrepreneur fait tout, à un moment donné, il n'y a pas personne qui est surhumain. Là, donc, c'est tout à fait normal. Ah oui. Ça me fait penser à notre épisode. C'est ça, j'allais dire. Mais là, je ne sais pas s'il va être sorti. Il va être sorti. Ah oui? Oui. T'es sûr? Oui. En tout cas, épisode qu'on a enregistré. Le prochain épisode de moi puis Chloé que vous voyez, en tout cas, il va y avoir un petit spoiler alerte de Camille qui a vécu des défis, mais moi, je pensais à chacun. Ils nous ont dit qu'ils travaillaient 120 heures semaine sur le plancher, sans compter toutes les heures de comptabilité, marketing qu'ils font à la maison. Là, je dis pas qu'ils ont des défis, là, absolument pas, mais finalement, peut-être, c'est pas facile. Croissance, mais puis soutenir ça, c'est quoi? Puis effectivement, j'ai souvent dans mes bureaux des gens comme ça qui travaillent 120 heures par semaine. Et la question que je pose souvent, c'est OK, c'est quoi le salaire que tu prends? J'en prends pas. C'est son entreprise. Et donc, c'est là, à un moment donné, ça peut durer 1 an, peut-être, même 1 an, c'est beaucoup, mais ça peut pas être à l'infini parce que ça crée des problèmes d'épuisement et de maladie. Mais vraiment, puis vous, comment vous réagissez quand un client vient à vous puis que c'est comme un peu ça la raison qui le pousse vers l'insolvabilité? Parce que vous n'êtes pas des psychologues, là, mais tu sais, c'est quoi la réaction? Comment vous les dirigez? Évidemment, je pense qu'il faut encourager les gens, il faut les comprendre, il faut les écouter, mais à chaque fois, ça commence souvent de la même manière, mais ça se finit également de la même manière, à savoir que les clients disent « Yannick, tu m'as enlevé une tonne de pression sur les épaules. » Donc, c'est souvent ça. Mais le pas le plus difficile à faire, c'est entrer dans un bureau ou poser des questions, demander de l'aide. C'est souvent l'étape la plus difficile à franchir. C'est clair. Est-ce qu'il y en a d'autres signaux internes? Jumelé à ça, effectivement, il y a la séparation et les conflits, soit entre actionnaires, soit entre conjoints, peu importe. Ça vient faire en sorte que l'entreprise devient un peu en second plan. Il y a d'autres problèmes à gérer au niveau personnel. Donc, l'entreprise est un peu laissée à elle-même, puis c'est aussi une cause d'insolvabilité. Quand même, c'est fou de voir à quel point tout est une synergie entre la vie personnelle et la vie professionnelle d'un entrepreneur, quand même. On a ensuite de ça les poursuites. Si on s'occupe moins de son entreprise à cause des problèmes XY, les clients peuvent nous poursuivre, on n'a pas livré assez, le fournisseur, on ne l'a pas payé, nous poursuit. Donc, ça fait effet boule de neige. Puis, il y a aussi des poursuites qui devient une cause d'insolvabilité aussi. C'est tout qu'un défi parce que quand tu es une PME, il y a des lois, des normes, des trucs que tu connais peut-être pas aussi qui peuvent te rattraper. Puis, lorsque l'entrepreneur reçoit une mise en demeure d'un bureau d'avocat,
ben, il faut que tu y répondes, mais généralement par un avocat, mais tu n'as pas les fonds nécessairement pour payer un avocat. Donc, ça fait, comme je dis, un effet boule de neige, puis ça devient très, très, très... Ça va vite, là. Oui, ça va très vite. La neige est collante, là. La neige est collante. Un autre aussi, pour un peu dans le sujet, c'est le démarrage d'entreprise trop rapide ou la croissance trop rapide. Souvent, quand on voit des startups, vous en avez reçu des gens, c'est des gens très motivés, très ambitieux, et des fois, un peu moins bien outillés, dépensent à gauche puis à droite, puis finalement, c'est pas nécessairement productif comme dépense, et souvent, il y a des causes d'insolvabilité relativement à ça aussi. Quand même. Est-ce que c'est comme un facteur commun? Parce que là, ça, c'est peut-être une mauvaise opinion que j'ai en tête, mais est-ce que c'est un facteur commun que dans les dossiers d'insolvabilité de jeunes entreprises, c'est des gens qui ont peut-être moins d'éducation pour gérer les finances, la comptabilité, ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Okay. Moi, je pense vraiment que quand on démarre l'entreprise, vraiment une petite entreprise, c'est souvent parce que cette personne-là excelle dans un domaine. Donc, c'est soit son idée, soit son produit. Elle a une passion dans ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc, d'où le fait d'être bien accompagné par des professionnels. Puis, on va le dire tout le temps, puis c'est tout le temps la remarque que j'entends. C'est sûr que ça coûte cher un bon avocat. C'est sûr que ça coûte cher un bon comptable. Mais je pense que l'investissement initial en vaut la peine parce qu'en cours de route, ce frais-là va être absorbé. 100%. Puis si je peux parler aussi, c'est que maintenant aussi, tu as des firmes qui prêtent des sous, qui offrent beaucoup de services gratuits. Tu sais, si vous vous collez à, mettons, BDC, Evol, Futurpreneur, si je peux me permettre, là, mais moi, j'ai eu un accompagnement en cash flow personnalisé, une rencontre par mois avec un expert gratuit, là, fourni par... Fait que, tu sais, de bien s'entourer, puis justement de poser les bonnes questions, de ne pas avoir peur. Puis généralement, ces gens-là aussi ont un réseau de contacts et, dépendamment de vos besoins, vont pouvoir aussi vous référer. Donc, en affaires, tu sais, le réseau compte grandement pour le succès, là. J'imagine aussi qu'un autre facteur qui peut mener à des défis financiers, c'est les conflits entre actionnaires. Oui. Les gens avec qui on s'associe. C'est sûr. Ça, c'est... Est-ce que tu crois que les gens sont assez conscients de ce qui se passe quand ils choisissent de s'associer à quelqu'un, ou il y a un peu de naïveté, ça dépend des cas? Je pense qu'il y a un peu de naïveté au départ. Encore une fois, on a besoin d'une bonne convention d'actionnaires. Souvent, il n'y en a pas ou très peu. Mais il y a aussi un genre de phénomène que je trouve, ces derniers temps, tu sais, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, mais vous étiez peut-être même pas nés, là, mais tu sais, on disait, les Américains, là, ils poursuivent n'importe qui. Il y a tout le temps des poursuites aux États-Unis. Tu sais, si tu fais quelque chose... Mais je trouve qu'au Québec, on s'en vient comme ça. Donc, des poursuites, les actionnaires se poursuivent. On cherche... J'ai l'impression qu'on cherche moins de la conciliation, c'est une impression, je n'ai pas de statistiques, j'ai rien là-dessus, mais je trouve qu'on devient de moins en moins patient, moins conciliant qu'auparavant. Avant, on cherchait la bonne entente. Maintenant, je vais le poursuivre. Donc, j'ai cette impression-là, mais c'est pas validé, là. Mais ça se peut, parce qu'après ça fait l'effet boule de neige, des poursuites. Puis là, c'est triste parce que l'entreprise meurt alors qu'elle aurait pu être vendue, tu sais. Exact, tout à fait. Donc, effectivement, c'est triste, mais on en voit de plus en plus. Ou, tu sais, même, encore une fois, au niveau des conflits d'actionnaires, si tu perds un partenaire qui avait une compétence clé que toi, tu n'as pas, là, tu peux te ramasser mal pris, là. Il y a tellement de duos qui partent, de trios qui partent en business parce qu'il y en a un que c'est le brain qui va bâtir l'application, puis l'autre, il va gérer les ventes, puis toute la comptabilité. Puis là, tu sais, s'il y en a un qui part, l'autre est mal pris. Ça. Puis celui qui part, généralement, puis on va en parler lors de l'épisode numéro 3, mais... lui qui part, ça se peut qu'il ait signé personnellement des prêts. Mais s'il part, il ne veut plus se retrouver là. Mais le banquier ou l'institution, si toi, tu t'en vas, il faut que quelqu'un d'autre signe. Donc, ça l'amène un paquet d'autres problèmes. Là. Wow! Oui, les signatures, ça, c'est vrai que... c'est fou, mais là, tu viens d'ouvrir un autre... on plongera pas tout de suite là-dedans, mais ça, j'en ai entendu des histoires aussi de... Là, c'est une personne seulement qui a signé, mais pour les deux, puis finalement, tu te ramasses, tu découvres que l'autre, il est endetté, il a fait faillite, nanana. Exact. Et finalement, si on peut conclure sur les signes, du moins qu'on voit beaucoup, nous, on a déjà parlé lors du premier épisode, mais les pénuries de main-d'œuvre,
vraiment, ça cause des ravages, là, parce que les entrepreneurs ne peuvent pas tenir 7 jours sur 7 le commerce ouvert. C'est impossible. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, et je pense que ça va perdurer. Là. On n'est pas au bout de nos peines. Donc, il faut que les entrepreneurs qui sont aux prises avec ce problème-là tentent d'innover. On parle souvent d'intelligence artificielle. Il faut innover pour essayer de trouver un problème parce qu'il ne se réglera pas par lui-même. Oh wow, vraiment. Mais ça, c'est un autre rabbit hole, la pénurie de main-d'œuvre. Mais exact. Puis au niveau de l'environnement externe, il y a aussi le contexte économique. Là, exact, contexte économique. On a parlé des industries dernièrement, la conjoncture. Pendant la pandémie, le taux d'inflation était tellement élevé, tout coûtait cher. Là, ça a tendance à diminuer. Mais la capacité d'achat des consommateurs a diminué aussi. Donc, on est dans un cercle, dans une spirale qu'on a hâte qui se termine. Vraiment. Puis pour conclure, j'ai envie qu'on parle d'un cas que j'ai vu passer dans les médias, que vous avez peut-être vu passer vous aussi. Steve Bégin. Avez-vous vu ça? Ah, moi, j'ai pas vu passer ça. Non? J'ai vu brièvement. Oui, ben en gros, il a annoncé publiquement qu'il faisait faillite personnelle, là, je pense, fait que c'est différent, mais lui, ce qu'il a expliqué, c'est que dans les dernières années, il a mis beaucoup d'argent dans une entreprise dans laquelle il croyait, mais qu'il dirigeait pas, là, il n'était pas impliqué directement, plus en mode ange investisseur, là, passif, de ce que investisseur passif, ouais. Exact, là. Puis ça, c'est tout ce qu'il a expliqué, lui, sur ses plateformes, là, donc. Et puis là, finalement, ben c'est avéré que eux cachaient des affaires à Steve ou aux actionnaires, tout ça, puis eux ont fait faillite, ça l'a mal été, puis lui, il a tout perdu ce qu'il avait. Mais Chloé, c'est un excellent point parce qu'effectivement, tu me fais penser, là, mais ça, on en voit beaucoup. Les investisseurs passifs, eux, font confiance aux gens qui sont on board, qui s'occupent des opérations. Et eux, ils croient au projet, ils veulent soutenir, donc ils investissent. On va en parler également dans un autre épisode, mais dépendamment qu'est-ce qu'il a signé, qu'est-ce qu'il n'a pas signé, est-ce qu'il est administrateur ou pas, bien là, ça peut débouler si la situation de l'entreprise va mal et se retrouver avec des responsabilités personnelles. Hey, donc, c'est malheureux. C'est malheureux. Ouais. C'est le mot qui me vient en tête parce que... Tu as voulu être bienveillant, tu sais... Ben, puis t'as cru, puis t'as cru à une opportunité. Tu sais, c'était sûrement, il y avait moyen de faire beaucoup de sous là-dedans. Là. Des fois, il y a des projets, je pense à d'autres personnes que je connais qui ont mis beaucoup d'argent dans des projets prometteurs. Puis là, finalement, tu sais, ces entreprises-là, ça fonctionne pas. Tu perds tous ces sous ou sont gelés, tu sais, s'ils sont sous la protection. Mais il y a même des cas où c'est des gens qui investissent pas pour nécessairement pour le profit ou faire de l'argent, c'est pour la cause nécessairement. Là, ils veulent vraiment donner au suivant. Et ils peuvent se faire prendre dans une spirale comme ça. Fait que c'est encore d'autant plus malheureux là, lorsque tu fais ça juste simplement pour la cause. Te retrouver avec une facture par la suite, c'est moins plaisant. Mais ouais, ça m'a donné le vertige, mais ça me fait un peu prendre conscience de l'importance de, tu sais, surtout plus tu vieillis puis que tu as de responsabilités, puis tu as ta maison, puis des enfants, puis ça, là, tu sais, peut-être faire attention à quel pourcentage de tes actifs tu investis dans les secteurs. Ou consulter un bon professionnel pour qu'il fasse une bonne structure. Là, c'est vraiment... Payer, c'est là, tu l'as dit, investir au début pour avoir la meilleure structure. Exact. Puis, on dit pas que Steve n'a pas fait ça, là. Non, mais je veux dire, c'était quand même un bon exemple intéressant. Alors, merci pour cette discussion. Oui. On espère que ça vous a peut-être levé des petits flags, les angles morts à regarder. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour continuer de parler de tout ce sujet qui m'intéresse tellement. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne journée.